Donc j'espère que vous allez bien. Puis je voulais vous dire que je suis particulièrement fière d'aborder aujourd'hui la question de l'impact écologique des grands événements. Ce thème s'inscrit bien sûr dans l'actualité, hein, l'actualité des Jeux Olympiques qui vont se tenir bientôt à Paris. Donc on va parler d'émissions de CO2, de construction immobilière innovante, de transport, de menus. Ça tombe bien, on est dans l'heure du dîner et d'éco-responsabilité. Donc, pour aborder le sujet, je suis avec Arne de Bortoli, qui est responsable du pôle de recherche sur la carboneutralité à Polytechnique Montréal, au sein du CIREG, membre du groupe consultatif pour la carboneutralité du Canada et aussi chercheur associé à l'École des ponts ParisTech en France. Bonjour Arne. Bonjour. Parfait. On peut laisser peut-être le micro ouvert maintenant. Donc, en guise d'introduction, Anne, je vais parler un petit peu de votre parcours professionnel. Donc, vous êtes titulaire de deux maîtrises puis d'un doctorat en génie civil et aménagement durable. Vos travaux reposent sur un ensemble de méthodes de quantification de la durabilité et elles visent à soutenir les actions pour une transition décarbonée, soutenable et désirable. Et donc, au cours de votre carrière, vous avez travaillé dans l'industrie au sein de la multinationale Vinci ainsi que dans plusieurs établissements universitaires, dont le MIT, Université de Patras, University of California, Berkeley, National Taiwan University, donc de beaux établissements. Vous avez aussi remporté plusieurs prix pour vos recherches, notamment Association mondiale de la route, Groupe Vinci, et vous êtes membre du comité miroir canadien de normalisation sur la gestion des gaz à effet de serre et du changement climatique. Donc un beau pédigré, comme j'aime le dire. Donc, votre expertise, Anne, va nous permettre d'explorer les questions qu'on s'est posées précédemment et on va ainsi aborder dans les 45 minutes prochaines dans quelle mesure les innovations en génie, hein, puisque le public vient du génie, peuvent réduire les émissions de CO2 dans les grands événements, pas que les JO, mais aussi les JO. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, les 15 dernières minutes du webinaire seront consacrées aux questions du public. Donc, peut-être pour commencer, Anne, vous pourriez me parler un petit peu de votre recherche au CIREG. Et puis d'abord, qu'est-ce que le CIREG, puis sur quoi portent vos recherches exactement? D'abord, merci Oriane pour cette belle introduction et merci à Genium 360 pour cette invitation pour parler de ce sujet passionnant des méga événements. Euh, Le CIREG, c'est un centre de recherche. Nous sommes basés à Montréal, mais nous rassemblons quatre universités. Polytechnique Montréal, dont je fais partie, l'UQAM, l'école Polytechnique fédérale de Lausanne et l'HESSO en Suisse. Et on est 50-60 environ, incluant une grande partie d'étudiants à la maîtrise et au doctorat, des professeurs, des chercheurs et des professionnels de la recherche et consultants. Notre spécialité, c'est qu'en fait, on fait à la fois de la recherche académique et des travaux directement pour de recherche appliquée pour l'industrie, les gouvernements et la société civile autour de tout ce qui est quantification des métriques de la durabilité et particulièrement en utilisant l'analyse de cycle de vie environnemental et social. Et moi, c'est un petit peu de ce monde-là que je viens avec une spécialité d'abord sur les transports et infrastructures durables. Et maintenant, depuis 2 ans, je suis responsable de ce pôle de recherche en carboneutralité où on travaille sur les trajectoires pour atteindre les cibles d'émissions ou de réduction d'émissions. Notamment, la plupart des pays dans le monde ont pour objectif de devenir neutres en carbone d'ici au plus tard à 2050. Excellent, merci beaucoup. Donc maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de rentrer dans le vif du sujet, puis de parler des JO, puis de leur ambition écologique en particulier. Donc peut-être première question là, quelles sont les ambitions écologiques des JO 2024, donc les JO de Paris? Alors, elles ont un peu évolué. D'abord, c'est important de le noter.
durant les premières communications sur le sujet, autour de 2020-2021, les organisateurs avaient promis des Jeux olympiques et paralympiques écolos, avec même une contribution positive pour le climat, c'est-à-dire que les Jeux devaient capter plus de gaz à effet de serre que ce qu'ils allaient émettre pour avoir lieu. Donc en avril 2021, on trouve des déclarations du type donc jeu à contribution positive et puis premier jeu compatible avec l'accord de Paris sur le climat, sur lequel on reviendra plus tard pendant le webinaire. Mais finalement, en fait, il y a eu beaucoup de dénonciations à l'international, en France, en Union européenne, sur les allégations de neutralité carbone, à la fois des événements, mais aussi de produits ou d'entreprises qui ont été jugées comme trompeuses pour le public. Parce que la plupart du temps, en fait, ces allégations de neutralité carbone se reposent sur parfois des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, mais surtout un recours intense à la compensation carbone. Pareil, on reviendra sur ce sujet un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, il y a eu des dénonciations, à la fois l'ADEME, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie et le développement durable en France, a déposé un avis pour arrêter de malmener ou de mal utiliser ce label neutre en carbone. L'Union européenne va poser une loi d'ici à 2026 pour interdire en fait l'utilisation du label carboneutre quand il est basé sur la compensation carbone. Et j'avais parlé du sujet autour de la Coupe du Monde en 2022 dans un article de The Conversation que j'ai mis ici en illustration où je parle un petit peu de tous les défauts qui peuvent accompagner des allégations un petit peu trop rapides justement sur ce qui est fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais en tout cas, sur ces JO 2024, finalement, l'objectif qui a été déclaré, c'est que l'objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre par deux sur la base des JO de Rio en 2016 et de Londres en 2012. Donc, ces jeux avaient émis environ 3,5 millions de tonnes de CO2 équivalent. Et donc, le budget maximal pour ces JO 2024 devient 1,58 millions de tonnes de CO2 équivalent. Alors, pour donner un petit peu un ordre d'idée de ce que ça représente, en fait, les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, qui ont donc lieu en pleine pandémie et sans public, avaient déjà émis près de 2 millions de tonnes de CO2. Donc, c'est quand même plutôt un bel objectif qui a été défini en termes de réduction par le comité d'organisation des Jeux. Excellent. Bah, merci beaucoup pour cette introduction. Alors, je sais que vous êtes chercheur. Là, je ne vous demande pas d'être futurologue, mais prochaine question va porter quand même un petit peu sur le futur. Qu'est-ce qu'on sait des émissions du coup futures des JO de Paris? Alors justement, en fait, le comité a été, je trouve, assez sérieux. Il a mis les moyens pour faire des évaluations, alors qu'on appelle ex ante, avant que l'événement ait lieu, pour avoir une idée de ce qui allait être émis et par quel type d'activité lors des JO, et aussi pour travailler à réduire son bilan carbone. Et donc, en fait, si on lance le PowerPoint, les émissions qui sont anticipées se découpe vraiment en trois grands postes. Un tiers pour le déplacement des participants, un tiers pour la construction des bâtiments et des infrastructures, et puis un tiers pour les autres types d'opérations, type restauration, hébergement, logistique. Et en fait, ce macro-bilan, on le retrouve à peu près dans tous les méga événements. On a toujours vraiment un gros poste d'émission au niveau des infrastructures et des bâtiments construits, et puis du transport des participants, et notamment des participants qui viennent de l'international en vol long courrier. Ensuite, on a aussi une prévision un peu plus fine sur ce deuxième camembert où on voit donc en fait ceux qui vont se déplacer, c'est à la fois les spectateurs, mais les athlètes et les officiels aussi. Et en fait, la majorité des émissions devrait être liée au déplacement des spectateurs avec un quart du bilan total. On a 9% d'émissions qui devraient être générées par le déplacement des athlètes et des officiels sur site. Les constructions permanentes pour les événements représentent aussi un quart des émissions.
enfin, devrait représenter un quart. Les infrastructures temporaires, 8%. Les technologies diverses, alors ici on parle de systèmes énergétiques démontables, de taxis volants dont on reparlera plus tard, 7% d'émissions. On a divers postes type logistique, sécurité, hébergement qui va représenter 25% des émissions. Et puis finalement, on a un tout petit trait là qu'on voit en violet, 1%, qui est lié à la restauration des participants pendant l'événement. Excellent, parfait. Donc moi, ce que je vois, c'est que sur vos camemberts, là, on a des pourcentages, mais on n'a pas nécessairement de quantification pour l'instant. Donc ce que je comprends là, c'est que le bilan des JO n'est pas encore connu. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu pourquoi? Oui, alors évidemment, comme l'événement n'a pas encore eu lieu, les infrastructures sont construites, les commandes pour, pour la restauration sont passées, mais on a des estimations de combien de visiteurs viendront. On est sur des estimations de 13, 16 millions de visiteurs, mais ça reste incertain et surtout, on ne sait pas encore comment les participants, d'où ils viendront, par quel mode de transport et donc quel va être le bilan notamment lié au transport des participants. Il est prévu qu'il y ait un bilan justement ex post, à posteriori de l'empreinte carbone qu'aura eu les Jeux. Et puis, il faudrait que tout ça se base sur des quantités aussi et types de matériaux consolidés pour ce qui a trait à la construction, d'où venaient les matériaux, quel transport, parce que tout ça a un impact en fait sur l'empreinte carbone des matériaux utilisés pour la construction. Euh, et donc, pour cette partie sur les transports, en fait, c'est sûr que même ex post, après l'événement, ça va rester difficile d'estimer exactement d'où venaient les personnes, comment elles sont venues. Là, on voit sur une recherche que j'ai publiée tout récemment pour la France, l'empreinte carbone, en fait, des modes de déplacement longue distance. Et donc, on voit évidemment que entre le mode le plus performant, qui est l'autocar, et le mode le moins performant, qui est l'avion, il y a un facteur 10 en fait d'émissions de gaz à effet de serre, l'autocar émettant autour de 30 grammes de CO2 équivalent par personne transportée sur 1 kilomètre, quand l'avion est plutôt autour de 210-240 grammes selon le type de moteur utilisé dans l'avion. Et puis évidemment le nombre de personnes dans l'avion, mais ça c'est considéré dans l'étude. Donc, des grandes différences selon d'où les personnes vont venir et comment elles vont venir. Et on espère d'ailleurs qu'il y aura une vraie transparence en fait dans le bilan a posteriori qui va être partagé par le comité d'organisation et qu'il va y avoir une enquête représentative faite pour évaluer vraiment d'où venaient les participants. Excellent, excellent. Donc maintenant qu'on a parlé des enjeux liés à l'éco-responsabilité des JO 2024, mais moi ce que je vous propose c'est d'aborder aussi les solutions. On aime ça aussi les solutions. Donc quelles sont les solutions concrètes qui ont été ou vont être mises en place par le COJO, hein, le comité organisateur des JO, pour réduire justement ces émissions? Alors déjà, alors si on peut montrer la carte pour montrer un petit peu où se passent les compétitions et les actions. Donc vous voyez la carte des Jeux, donc la plupart des choses se passent autour de Paris, en banlieue parisienne. Et sur les 15 sites de compétition pour les Jeux olympiques et les 11 sites pour les Jeux paralympiques, en fait, 95% des infrastructures existaient déjà pour accueillir les Jeux. Donc, vous voyez entourés en rouge les trois sites qui ont été construits spécifiquement pour l'événement. Et ces constructions ont voulu être particulièrement exemplaires du point de vue environnemental, donc être en tout cas sur la dimension climatique, parce que l'environnement, c'est pas que le climat non plus, mais donc l'objectif du COJO, c'était d'avoir des nouvelles constructions moins carbonées ou dites bas carbone. Par exemple, pour le centre aquatique,
sur la diapositive d'après. Donc, c'est le seul site de compétition qui a été construit spécifiquement pour l'occasion. Et on voit qu'il y a une construction à ossature en bois assez innovante, hein. On voit sur les photos la charpente magnifique. Donc ça, tout de suite, quand on met du bois dans les bâtiments, en fait, comme un bois qui est issu de forêts durables et donc où il n'y a pas eu une déforestation, évidemment, parce que sinon, on libère du CO2 dans l'atmosphère. Mais dans le cas de bois certifié durable, et si la certification a bien été faite, en fait, mettre du bois dans la construction permet d'avoir, en fait, de créer un puits de carbone qui reste en place pendant que de nouveaux arbres croissent et restockent du CO2. Ensuite, on peut voir aussi sur ce toit un petit peu futuriste du centre aquatique que des panneaux photovoltaïques ont été installés. Il y a aussi une récupération de chaleur d'un centre de stockage de données adjacent qui est utilisé pour chauffer le bassin. Et puis, il y a des petites actions, alors qui ont des effets, je pense, sur le bilan négligeable. Et c'est dommage de ne pas avoir une vision plus claire parce que je sais que une analyse de cycle de vie vraiment fine a été faite en fait sur l'événement, mais il y a aussi l'usage de sièges en matériaux recyclés locaux, donc qui peut permettre de réduire un petit peu le bilan, mais ça aussi c'est plus de l'ordre du symbolique. Ensuite, si on passe sur un des trois autres sites qui a été construit pour l'occasion, c'est le village olympique. Ici, on voit en fait pas mal de bardages en bois. Donc, pareil, en fait, la construction fait, comme je cite, hein, mais largement appel au bois. On n'en sait pas plus. On ne sait pas quelle est la masse de bois dans les structures. Quand on voyait, en fait, sur la photo d'avant, je crois, on voyait les ossatures bien de construction et on voit quand même, a priori, c'est quand même beaucoup de béton. Mais en tout cas, il y avait un objectif chiffré sur cette construction. L'objectif de la programmation, c'était d'obtenir une empreinte carbone de construction inférieure de 30% à celle d'un projet de construction classique. Donc, en fait, la référence, c'était 1 tonne de gaz à effet de serre, de CO2 équivalent par mètre carré. Et là, donc, l'objectif, c'était d'atteindre 700 kg équivalent de CO2 par mètre carré. Donc, il y avait quand même des indicateurs chiffrés et on peut espérer que le travail a été fait euh, honnêtement, même si, en fait, s'il y a eu une utilisation de ce qu'on appelle le béton bas carbone, en fait, il y a eu une grande polémique il y a quelques années, en France notamment, sur le fait que selon comment on calcule l'empreinte carbone du bilan du béton bas carbone, comme ce béton bas carbone, en fait, on remplace une partie du clinker dans le ciment, qui est ce qui va être le plus émissif en fait sur le bilan carbone du béton. On remplace une partie du clinker par des coproduits de l'industrie. Et en fait, le problème, c'est qu'on considérait que ce coproduit était zéro émission. C'était un déchet. Or, dès qu'il y a une valeur en fait sur le marché, on ne peut pas considérer que ce qu'on inclut dans un matériau est zéro émission. Donc, en fait, il y a eu tout un débat et le béton bas carbone, malheureusement, il y a un peu moins bas carbone que ce qui était annoncé à l'époque. Donc, j'espère juste que ceci a été corrigé en fait dans les calculs réalisés. Donc ensuite, les équipements et matériaux pour les jeux, euh, il est prévu qu'ils soient réutilisés ou recyclés. Donc ça peut être aussi positif, surtout pour la réutilisation, s'il n'y a pas beaucoup de transport en aval, parce qu'en fait, encore une fois, attention à l'économie circulaire. Il faut vraiment utiliser l'analyse de cycle de vie pour s'assurer que le recyclage, la réutilisation n'implique pas des émissions de gaz à effet de serre ou des impacts environnementaux supérieurs à la production de nouveaux matériaux, de nouveaux produits. Il y a Et en aussi, termes, ouais, les énergies, c'est ça, vous avez parlé des énergies là, comment ça se passe? alors justement, il y a aussi un grand effort qui a été fait autour de la réflexion énergétique en fait et l'approvisionnement en énergie des bâtiments. Et là, on voit par exemple que donc il y a beaucoup de systèmes photovoltaïques qui ont été installés sur les toits.
Il y a une autre photo, je pense, où on voit bien aussi sur le village olympique tous les panneaux solaires installés sur les toits. Il y a aussi un système géothermique qui a été mis en place. Et puis, des groupes électrogènes au carburant. En fait, d'habitude, les groupes électrogènes utilisés sont avec des carburants classiques. En fait, là, on voit sur ce diaporama-là l'empreinte carbone des différentes sources énergétiques par kilowattheure d'énergie fournie. On voit à droite, en fait, que les énergies fossiles, hein, évidemment, comme on sait, sont les pires du point de vue de l'empreinte carbone. Alors, il y a une variabilité en fonction de comment les choses sont produites, évidemment. Mais donc, si vous regardez la barre en vert, c'est la valeur moyenne réalisée dans le cadre d'une étude, d'une revue par le GIEC. Et donc, on voit, par exemple, la quatrième barre en partant de la droite, que la biomasse, ça permet donc l'utilisation de ces générateurs, de ces groupes à électrogènes au biocarburant, vont avoir un bilan environnemental plus bas que si on avait utilisé du carburant classique. Mais ce qui est intéressant aussi, et si on va sur la diapositive d'après, on fait un zoom sur les énergies renouvelables. Ah, peut-être que on n'a pas, c'est pas passé. Euh, Est-ce qu'il y a diapositive d'après peut-être? Bon, je peux déjà commencer à parler, mais c'est vrai qu'on aurait besoin du zoom pour voir un petit peu plus précisément les empreintes carbone des énergies renouvelables. En fait, les panneaux photovoltaïques, c'est pas les, les moins carbonés des énergies renouvelables. C'est sûr que l'éolien, c'est plus efficace de manière générale, même s'il y a des variations aussi entre onshore, offshore. Bon, le nucléaire aussi, mais bon, on va pas installer une centrale nucléaire au milieu des JO, évidemment. L'hydroélectricité qu'on a beaucoup au Québec. Mais donc la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que ce sont les meilleurs choix qui ont été faits en mettant des panneaux photovoltaïques sur les toits et est-ce que il n'aurait pas été plus intéressant d'investir pour développer des parcs éoliens plus loin en fait, mais forcément c'est moins visuel et ça marquerait moins les esprits. Et d'ailleurs sur ce point, ce côté-là, en fait, les JO ont communiqué sur le fait qu'ils achetaient des achats de l'électricité renouvelable via des certificats qu'on appelle de garantie d'origine d'EDF, donc la compagnie principale qui fournit l'électricité. Et ici aussi, l'idée, c'est en fait quand on achète ces certificats, on va considérer dans son bilan carbone que les émissions de gaz à effet de serre liées à notre consommation d'électricité ne sont pas celles de la moyenne du grid, mais en fait sont celles liées aux meilleures énergies, aux énergies renouvelables produites dans cette électricité-là. Et alors ça aussi, c'est un petit peu critiqué parce que en fait, ce qui a été montré par des collègues, c'est que, et par d'autres chercheurs dans la communauté internationale, c'est que ce ne sont pas l'achat de ces certificats d'énergie propre, d'électricité propre, qui génèrent plus de production d'énergie renouvelable. Et donc ça, c'est un vrai défaut, en fait, parce que ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on achète ces certificats qu'on participe à la transition Mhm. énergétique. Maintenant, un petit point sur le village des médias. Euh, il y a un peu moins de communication sur le sujet. C'est le troisième site qui a été et le dernier site qui a été construit dans le cadre des JO. Un peu moins de communication. Il est dit que la construction est aussi bas carbone en utilisant du bois, ce fameux béton bas carbone. Et puis donc l'objectif c'était moins 50% d'émissions à la construction. Et puis il y avait aussi des critères de construction sociaux type plus de 25% du marché de construction devait aller à des très petites ou petites et moyennes entreprises. Mais on n'en sait pas beaucoup plus. Finalement, dernier point intéressant que j'ai trouvé aussi dans la stratégie environnementale des JO 2024, c'est la promotion en fait de restauration végétarienne et notamment sur les sites, 60% des repas servis seront végétariens. Pourquoi c'est important? Parce que ici vous voyez un petit graphe en fait de l'empreinte carbone du régime moyen par personne
entre différentes alimentations. Donc, on est à le régime moyen à l'année et on voit que entre à gauche, celui ou celle qui adore, qui mange beaucoup de viande, et puis la personne à l'inverse végane, il y a un facteur 2 en fait sur le bilan carbone d'émissions de gaz à effet de serre à l'année lié au régime. Et en fait, un régime végétarien est un peu moins euh, un peu plus émissif qu'un régime vegan, mais offre plus de possibilités aussi. On est plus habitué à cuisiner ces choses-là. Et donc, c'est quand même un bel effort, même si en vrai, la restauration, comme on l'avait vu, on s'attend à ce que ce soit seulement 1% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est plutôt symbolique, mais ça permet, si les repas sont bons, de promouvoir en fait une alimentation plus en lien avec les limites planétaires et la crise climatique. Dernier point qui est un petit peu ici discutable. En fait, je vous avais dit au début, les jeux voulaient être à empreinte positive pour le climat, c'est-à-dire absorber plus d'émissions de gaz à effet de serre que ce qui a été émis pour euh, mettre lancer que ces jeux aient lieu. En fait, pour cela, et c'est toujours un objectif en place, les JO veulent faire recours à la compensation carbone. Mais les engagements sont plus très clairs sur le sujet. Apparemment, ils voudraient compenser quasiment l'ensemble des émissions attendues, donc 1,5 million de tonnes de CO2 équivalent. Ce qui est délicat dans la compensation, c'est que, en fait, alors, qu'est-ce que c'est un crédit compensatoire de carbone? Quand on achète un crédit, on achète l'équivalent, par exemple, d'une tonne de CO2 équivalent qui a été absorbé ou qui a été réduit quelque part dans le monde. Et donc, ces projets qui émettent des crédits de compensation carbone, il y en a de tout type. Ça peut être basé sur le développement d'énergies renouvelables, justement, comme on en parlait, mais souvent, c'est plutôt sur des projets de reforestation, d'afforestation, de préservation de forêts. Et en fait, le problème, c'est qu'en fait, il y a des critères de qualité qui permettent de s'assurer que les crédits carbone qu'on achète ont en effet permis d'absorber le CO2 annoncé, mais aussi que ce CO2 va rester absorbé, qu'il ne va pas être réémis plus tard. Et en fait, il y a eu, peut-être que vous avez suivi, il y a eu, il y a une petite année, je pense, un grand scandale autour de l'organisme de certification de crédit carbone Vera. Il a été montré par des chercheurs, mais c'est pas la première étude. Il y a beaucoup d'études dans la recherche internationale qui a été publiée qui montraient donc dans le cas de Vera sur ces projets d'afforestation et de reforestation que 90% des crédits émis, en fait, ne représentaient pas d'actes de capture de CO2. Donc, vraiment, le recours à la compensation doit se faire en dernier recours. On doit essayer, pour atteindre la carboneutralité, de réduire nos émissions au maximum. Puis Euh, là, effectivement, je vois que vous êtes entré déjà dans justement les limites hein, de ces solutions. Puis on a parlé en priorité là de la compensation carbone. J'imagine qu'il y en a d'autres des limites. Est-ce qu'on pourrait justement dérouler ce petit fil hein, des limites des solutions dont on a parlé précédemment? Oui, c'est vrai. J'ai directement parlé des limites des crédits parce que c'est un gros sujet en fait autour de la carboneutralité. On en parle beaucoup à la fois dans la communauté scientifique et puis dans la société civile. Il y a beaucoup d'articles sur les sujets et c'est un grand point de débat en fait fort sur comment bien piloter la transition vers la carboneutralité. Donc j'ai sauté sur le sujet, mais c'est vrai qu'en fait bah, il y a d'autres petites limites que j'ai commencé à ébaucher en parlant des solutions d'ailleurs. Je parlais tout à l'heure des limites sur les achats d'électricité renouvelable. Il y a une limite aussi par rapport aux infrastructures de transport qui ont été développées. En fait, dans le cadre de la ville de Paris, il y a un grand projet en fait en cours hein, de développement de lignes de transport en commun ferroviaire pour desservir non pas seulement Paris intramuros, mais vraiment
la mégalopole, on va dire, connecter mieux les cités plus dortoirs ou les villes périphériques à Paris, parce que c'est quand même un gros centre économique hein, pour la France. Ça représente, je crois, une vingtaine de pourcents des emplois et de l'activité économique au moins à vérifier. Mais en tout cas, ce projet qui s'appelle le Grand Paris Express certaines lignes devaient être ouvertes à temps pour pouvoir desservir les sites de compétition et les différents sites utilisés pendant les JO. Et malheureusement, en fait, certaines lignes de transport en commun ne seront pas ouvertes à temps. Et donc, il a été mis en place des lignes de bus, notamment pour les personnes accréditées. Mais le problème, c'est que le bus, c'est globalement moins performant en fait que le ferroviaire électrique. Alors ici, vous voyez à l'écran une analyse de cycle de vie que j'avais faite il y a quelques années, publiée en 2021, sur l'empreinte carbone liée à l'utilisation des transports disponibles à Paris. Alors, tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais quand on fait l'analyse de cycle de vie pour comparer l'empreinte carbone de quelque chose, il faut vraiment regarder tout le cycle de vie. Et pour le cas des transports, on regarde à la fois le cycle de vie de l'infrastructure et des véhicules, c'est-à-dire de l'extraction des matières premières pour produire les biens jusqu'à la fin de vie en fait des biens physiques et puis l'exploitation des biens physiques. Et donc là, on voit par exemple, encore une fois, le quatrième bâtonnet en partant de la droite l'empreinte carbone des bus, alors diesel. On espère juste que les bus mis en place seront plutôt des bus électriques parce qu'avec l'électricité bas carbone en France, pas aussi bas carbone qu'au Québec, mais quand même pas trop mal sur le panorama français, on a quand même un bus électrique moins émissif que le bus diesel, mais on peut s'attendre à une empreinte carbone plutôt autour de on va dire 30 grammes de CO2 équivalent par personne transportée et par kilomètre, selon combien il y aura de personnes dans les bus, hein, s'ils sont bien remplis. Mais c'est moins performant que du métro ou du ferroviaire léger électrifié, qui a plutôt un bilan carbone autour de 10 grammes de CO2 équivalent par personne transportée sur un kilomètre. On a aussi une construction d'un diffuseur autoroutier dans le projet. Et ça, en fait, c'est un petit peu embêtant parce que ce que les chercheurs ont montré, c'est que quand il y a de la congestion sur la route, et qu'on construit une nouvelle route, on élargit la capacité routière. Alors oui, la congestion va baisser un moment et donc on va peut-être avoir moins d'émissions au kilomètre parce que la congestion, vous savez, ça augmente les émissions au kilomètre quand on démarre, s'arrête, démarre, s'arrête. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, in fine, ça augmente le trafic et donc ça augmente les émissions. Donc vraiment, c'est un petit peu dommage. Il y a aussi cette histoire de taxi volant. Oui, les taxis volants, vous aviez... oui, c'est ça. Mais ça existe, hein, des taxis volants ou c'est créé pour l'occasion? Alors, en fait, ça fait quelques années en fait qu'il y a des recherches et des projets pilotes sur ces taxis volants. Bon, si on regarde, c'est un hélicoptère électrique en fait. Ça fait un petit peu gadget, mais bon, ce qui est dit, c'est que c'est 5 fois plus silencieux qu'un hélicoptère classique. Mais en fait, la question de l'impact environnemental de ce déplacement-là n'est pas du tout abordée. Et j'avais trouvé une publication il y a quelque temps sur les taxis volants qui montrait quand même qu'en termes d'empreinte carbone, c'était pas non plus terrible, surtout qu'il y a que 2 personnes qui peuvent être transportées. Et le problème en fait des véhicules électriques, c'est que pour les produire, on émet plus de gaz à effet de serre que pour produire un véhicule thermique. Après, la voiture électrique au Québec, en France, est bien moins impactante, elle émet bien moins de CO2 équivalent sur son cycle de vie au kilomètre parcouru que la voiture thermique. Mais là, sur ce cas d'hélicoptère électrique, j'ai quelques doutes sur l'impact. Il y a aussi eu autour du village des athlètes
un cas qui a été très, très médiatisé autour de la destruction de jardins ouvriers que vous pouvez voir sur la photo en bas avant que les travaux ne commencent. En fait, il y avait des jardins partagés qui étaient donc source de lien social et puis qui créaient un peu de verdure dans une zone quand même relativement dense hein, autour de Paris. Et donc, finalement, ben, après 3 mois d'occupation de ces jardins à Aubervilliers. Ils ont été évacués et puis la construction a commencé. Et donc, on a malgré tout bétonné des espaces qui étaient avant verts, perméables et qui permettaient d'absorber l'eau, d'avoir un petit peu de biodiversité en ville et de rafraîchir aussi un petit peu l'atmosphère. Donc, ça, c'est dommage. Ça représente quand même 4 hectares. Et puis, il y a d'autres aspects qui ont été critiqués, plutôt du point de vue social. Donc, notamment, en fait, comme il y a beaucoup de personnes à héberger pendant les Jeux, en fait, les étudiants qui sont hébergés en résidence universitaire, qu'on appelle les résidences Crous en France, on leur a demandé en fait de libérer leur logement pendant l'été. Et bon, ça fait beaucoup parler parce que même si il est annoncé que ceux qui avaient besoin d'être relogés seront relogés et que de toute façon ils récupèrent leur logement en septembre, ça génère quand même un déménagement supplémentaire et puis ça peut être difficile pour certains étudiants. Il y a aussi la question de ce que va devenir après les infrastructures et notamment il y a eu un espace de fitness et de cardio training et un village finlandais avec sauna, hammam qui a été construit au sein du village olympique pour les athlètes. Et en fait, certains se posent l'utilité de ces équipements dans une ville où, en fait, donc Aubervilliers, cette ville collée à Paris, euh, où le taux de pauvreté, en fait, est de 44%. Donc, à voir qui aura accès à ces infrastructures, si elles seront utilisées ou pas. Puis, avec tout ce que vous êtes en train de dire là, moi, je me pose la question vraiment, est-ce qu'on peut faire des méga événements là, tels que les JO, vraiment durables ou au moins en ligne avec l'accord de Paris? Alors justement, en fait, bon, moi je suis chercheur, donc je vais prendre je vais m'intéresser à la vision que la communauté de recherche a sur le sujet. En fait, la communauté de recherche est très divisée sur la durabilité des méga événements. En fait, il y a ceux qui pensent que les méga événements ne peuvent pas être durables. Ils servent des intérêts financiers et le plaisir de l'élite. Et puis, au contraire, il y a la communauté qui pense que ça permet en fait de réaliser des innovations et de sensibiliser les participants à la durabilité. Moi, ce que j'ai fait pour mettre un petit peu des ordres de grandeur, en fait, et parce qu'en fait, il s'agit plutôt d'un débat démocratique sur comment on veut faire la transition et surtout, est-ce qu'on adhère? Parce que le problème, c'est qu'on a besoin d'être carboneutre pour sauvegarder l'humanité et assurer la sécurité de l'humain sur Terre et des conditions vivables. Donc, en fait, je vais donner quelques chiffres pour nourrir un petit peu la réflexion. Euh, En termes d'empreinte carbone estimée, comme on attend 13 à 16 millions de visiteurs et des émissions de 1,6 million de tonnes de CO2 équivalent, ça représenterait entre 100 et 125 kg de CO2 équivalent par participant. Alors, pour donner un ordre de grandeur, qu'est-ce que c'est 100-125 kg de CO2 équivalent? C'est 500 km parcourus en voiture, 12 500 km parcourus en métro, 31 burgers de bœuf, parce que le bœuf aimait beaucoup, ou 83 bouteilles de vin. Donc choisissez entre le burger ou le vin. Les accords de Paris, que 194, je crois, pays signataires ont signé pour atteindre la carboneutralité, qu'est-ce qu'ils disent sur cette base-là par rapport à nos activités? C'est que donc 194, 195 États signataires des accords de Paris se sont engagés à être carboneutres d'ici à 2050 pour en fait permettre de ne pas augmenter la température moyenne sur Terre par rapport aux températures pré-industrielles avant qu'on commence à utiliser les énergies fossiles, pour ne pas augmenter cette température d'ici à 2100 de plus de 1,5 degré ou bien en deçà de 2%, de 2 degrés, pardon, 2 degrés Celsius. Donc ça, ce sont les accords de Paris. Et donc,
quasiment le monde entier a signé ces accords. Le problème, c'est que si on regarde un petit peu les tendances historiques, on n'a fait qu'augmenter nos émissions de gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'on a ce problème climatique. Et aujourd'hui, on est en fait avec les politiques actuelles, donc vous voyez ce faisceau bleu sur le graphe, on s'aligne plutôt vers une augmentation de 2,7 à 3,1 degrés Celsius d'ici à la fin du siècle. Et ça peut paraître pas beaucoup parce que 2-3 degrés près dans une ville, par exemple, en moyenne, ça va pas changer tellement nos conditions de vie, on se rend pas compte. Mais en fait, les impacts si on atteint ce plus 3 degrés, pour le monde, sont absolument dévastateurs. On a une bonne partie des côtes qui vont être inondées et donc on va devoir reconstruire des infrastructures ailleurs, reloger beaucoup de personnes parce que une grande partie de la population mondiale habite sur les côtes. On va avoir des problèmes d'événements extrêmes, ouragans, tsunamis, la disparition d'espèces et d'écosystèmes dont on a besoin pour bien vivre, purifier notre eau, notre air, avoir des ressources naturelles pour manger, pour construire des choses. On aura la désertification de certaines zones du monde qui seront même plus habitables. Donc c'est voilà, c'est vraiment catastrophique et il faut à tout prix éviter ça. Et pour éviter ça, il faut vraiment dès aujourd'hui en fait passer des lois et des politiques publiques très très ambitieuses. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait, pour atteindre 1,5, pas plus de 1,5 degré d'augmentation de température d'ici à 2100, ça veut dire que d'ici à 2050, en moyenne, on ne doit pas émettre plus d'une tonne de CO2 équivalent par personne. Si on est bien en deçà de 2 degrés plutôt qu'1,5 degré, on passe à environ 2 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par personne. Donc voilà, si déjà on émet 125 kg juste pour participer au jeu, c'est déjà un gros budget en fait par rapport à ce budget qu'on devrait avoir en 2050. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de parler un petit peu de justice climatique finalement. Les 10% des plus riches dans le monde émettent la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Et les 10% les plus riches, on a parfois du mal à se représenter ce que c'est et on se dit ça ne me concerne pas. En fait, les chiffres, c'est que ça représente un revenu annuel brut de 56 000 dollars canadiens, donc 4 668 dollars par mois avant de payer les impôts. Donc, on paie encore les impôts sur ce revenu-là. Et donc, en fait, quand on regarde un petit peu les émissions cumulées de gaz à effet de serre des différents pays, le Canada, la France, les États-Unis, on a tous une dette climatique énorme et on continue à émettre, même si on a déjà fait notre transition économique. Ce qui pose un vrai problème parce qu'en fait, si on voulait répartir les émissions restantes pour pas dépasser ces 1,5 ou 2 degrés d'ici à la fin du siècle, en fait, le ce qui reste comme émission pour le Canada, pour la France, pour tous les grands pays, les grandes puissances économiques, c'est zéro. On devrait commencer à absorber du CO2. Donc c'est quand même quelque chose de difficile à entendre, mais malheureusement c'est la réalité. Et donc il faut absolument en fait qu'on repense nos façons de vivre, qu'on ait cette transition énergétique le plus rapidement possible, qu'on sorte rapidement aussi des énergies fossiles. Et puis pour ces questions en fait de méga événements, la question c'est en fait euh, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça apporte quelque chose de bien pour la transition? Ou est-ce que c'est du superflu? Donc, c'est vraiment cette question-là qu'il faut se poser in fine. Et notamment, bah, il y a quelque chose qui est de toute façon superflu, c'est les transports longue distance qui vont être réalisés. On a environ 0,4 millions de tonnes de CO2 équivalent qui sont prévues comme émissions de gaz à effet de serre de transport. Ces transports-là, ils sont générés par les participants qui ne se seraient pas déplacés s'il n'y avait pas de jeu. Excellent. Peut-être, je pourrais parler aussi, je crois qu'il y a une slide sur ça aussi après. Justement, il y a en fait, il y a des chercheurs qui ont réfléchi aussi à la durabilité des Jeux Olympiques. En fait, eux, ce qu'ils disent, c'est que en lien avec ce que je disais, ce problème d'émission des transports, en fait, ce qui serait le plus important selon eux, c'est de largement réduire la taille de l'événement,
organiser une rotation entre quelques mêmes villes pour ne pas construire de nouvelles infrastructures sportives, mettre en place des normes et standards de durabilité indépendants, donc vérifiables, vérifiés par des personnes qui ne sont pas partie prenante de l'événement et qui ne veulent pas donner une vision plus verte ou plus sociale de ce qu'il en est, et puis confier l'évaluation justement de cette durabilité de l'événement à un organisme indépendant. Donc ça, c'est un petit peu les pistes déjà dans la littérature scientifique. Excellent, merci beaucoup. Et donc, je vois que le temps file. On a encore peut-être 4 petites minutes pour vraiment pouvoir laisser la place aux questions. J'ai une dernière question pour vous, Anne. Vous avez parlé de solutions hein, possiblement avancées par vos collègues, mais vous, vos idées personnelles pour améliorer la durabilité des futurs méga-événements, quelles sont-elles? Alors, moi, j'ai une vision à la fois d'une personne qui a fait du génie urbain, donc qui s'est intéressée à comment une ville peut être plus efficace, moins impactante pour l'environnement et plus sociale aussi. Et puis, cette grosse dizaine d'années de travail en évaluation de l'impact environnemental et socio-économique de la mobilité des infrastructures. Donc en fait, pour moi, je pense que euh, ce qui est important, c'est d'avoir si on décide de maintenir les jeux, c'est de maintenir des jeux et de les organiser dans des endroits soit qui ont déjà la plupart des infrastructures pour accueillir les jeux, soit dans des endroits où il y a un besoin de développement d'infrastructures. En fait, si ça permet de booster la transition environnementale en construisant où il y en a besoin des bâtiments en plus bas carbone, équipés de systèmes énergétiques renouvelables, c'est plutôt positif. On peut penser en fait à un bel exemple, c'était les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, où justement en fait ce qui compte c'est aussi vraiment l'héritage en fait laissé par les Jeux Olympiques. Euh, Ce qu'on veut dans le futur, c'est avoir des villes relativement compactes où la plupart des gens habitent pour réduire les transports et notamment la dépendance à la voiture. Donc, on veut des transports en commun et on veut aussi limiter ce qu'on appelle l'effet barbecue, c'est-à-dire les urbains qui veulent quitter la ville le week-end ou pour les vacances parce qu'ils se sentent étouffés en milieu urbain. Donc, on veut aussi des espaces de loisirs, des espaces verts, des piscines, etc., pour que les urbains soient bien dans leur ville et se déplacent moins ou se déplacent en transport en commun. Et donc là, vous voyez par exemple l'exemple de Barcelone. En fait, Barcelone, c'était une ville relativement industrielle. Le port était très industriel, pollué et peu utilisé. En fait, les jeux ont été l'occasion de complètement redesigner la zone et d'en faire en fait un endroit extra. On peut aller en bus à la plage depuis le centre-ville en 20 minutes et profiter en fait d'une ville où il fait bon vivre et on n'a pas besoin de prendre l'avion pour partir en escapade le week-end, sachant que l'avion aimait beaucoup. Et justement, par rapport à ça, c'est sûr que un des enjeux des méga événements, c'est de réduire justement aussi les émissions liées au transport des personnes qui viennent. Donc en fait, globalement, il faudrait que ces méga événements les participants soient plutôt locaux et qu'ils viennent de manière générale plutôt en transport en commun ou en covoiturage si possible, éventuellement en voiture électrique. Parfait. Et donc, ben, ça conclut un petit peu ma période de questions pour vous directement. Ce que je vous propose, c'est de maintenant ouvrir les questions au public. Je vais me faire la voix des spectateurs pour cela. J'ai mon petit document où j'ai récupéré toutes les questions du chat, puis je vais vous les adresser à Anne directement, puis vous pourrez y répondre. Donc, la première question, c'est celle de Jonathan qui demande, donc, il y a tant de paramètres à considérer. Comment parvenez-vous à pondérer leur importance en matière d'émissions de gaz à effet de serre et à vous assurer de la fiabilité des sources?
Excellente question. Alors, on a toujours, en fait, quand on fait de la modélisation, comme on fait au CIREC dans mon centre de recherche, on sait que les modèles sont une simplification de la réalité. Et donc, nécessairement, il y a des incertitudes sur les résultats. Ces incertitudes, en fait, il y a des façons de les quantifier. On connaît, on peut connaître estimer les incertitudes en entrée du modèle. Par exemple, la durée de vie de l'infrastructure, la consommation en énergie dans les bâtiments, etc. On peut donc considérer des incertitudes en entrée, les propager et voir comment ça impacte le résultat en sortie. On a aussi des incertitudes, et c'est ce que je vous montrais, hein, sur non seulement la quantité des choses consommées, par exemple l'énergie consommée pour utiliser les bâtiments ou les masses de matériaux utilisés pour les construire, mais on a aussi des incertitudes sur l'impact en lui-même de ces productions d'électricité, de ces productions de matériaux. Et ça, de la même manière, on peut considérer ces incertitudes-là, sachant qu'il y a à la fois de l'incertitude, c'est-à-dire de l'erreur sur les valeurs, mais aussi de la variabilité. C'est-à-dire que on peut, c'est ce qu'on voyait en fait sur le graphe du GIEC, on peut produire du bois avec un bilan environnemental plus ou moins bon. Je donnais l'exemple des forêts gérées durablement. C'est absolument primordial en fait pour avoir un vrai bilan environnemental bas. Excellent. Une autre question de Renaud qui demande, donc les infrastructures en bois sont de toute beauté, donc c'est une remarque. Qu'est-ce qui est prévu pour réduire les problèmes de pourriture et d'inflammabilité, si vous le savez? Alors, bonne question. Il faudrait voir avec le constructeur de la charpente. Mais habituellement, je pense que les bois sont traités à la fois par autoclave pour stabiliser en fait la structure. Mais après, ça dépend de la nature du bois. J'avoue que j'ai pas regardé quelle était la nature du bois. Évidemment, si on a des bois aussi qui sont naturellement plus durables. Mais je pense que j'imagine que tout ça a été bien géré et j'espère qu'il n'y a pas trop de traitements chimiques parce que là, c'est moins sur la partie climatique, mais sur d'autres indicateurs de toxicité humaine ou d'écotoxicité. Tout ce qui est produits chimiques, c'est souvent pas terrible. Excellent, parfait. Une autre question de Sarawi qui dit, au-delà de l'utilisation de matériaux carboneutres au niveau des installations et les prédictions théoriques des émissions de carbone lors du design et construction, comment est mesurée en pratique l'empreinte carbone pour la suite, pour chaque installation, pour comparer avec les prédictions théoriques, hypothèses? Alors normalement, quand on fait un bilan ex post, on a donc en fait il faut consolider les chiffres qui viennent des constructeurs en fait, combien de quantité de chaque matériau a été utilisé, combien de temps de machine pour construire les choses a été utilisé, combien ils ont consommé de carburant. Et là, on va faire un bilan ex post qui est souvent beaucoup plus fin et réaliste et avec beaucoup moins d'incertitude que le bilan ex ante. On se base en fait sur des bases de données d'inventaire de cycle de vie. Nous, on utilise souvent EcoInvent. En fait, EcoInvent est une base de données où dedans, il y a déjà des milliers d'analyses de cycle de vie. Et en fait, à chaque fois qu'on fait une analyse de cycle de vie, heureusement, on ne va pas avoir à refaire l'analyse de cycle de vie de tout ce qui entre dans le système, par exemple l'impact environnemental d'un kilogramme de béton, d'un kilogramme de bois, selon la nature de bois, on va trouver ça dans les bases de données existantes. Excellent, parfait. Donc en lien avec la question précédente, donc Patrick demande comment tous les éléments seront comptabilisés à la fin pour obtenir le compte réel de l'empreinte carbone. Par exemple, est-ce que chaque visiteur par l'entremise des compagnies aériennes sera comptabilisé, les nuitées en hôtel, les repas, etc. Comment le calcul en fait sera fait réellement? Est-ce que l'IA, par exemple, c'est un outil? Est-ce que les externalités, par exemple la relocalisation des étudiants, sont considérées dans le bilan carbone de l'événement? Donc une question un peu globale sur le calcul, hein. Alors, bonne question. Il y a dans tous les cas des choses qui ne sont pas considérées dans le bilan d'après ce que je sais. C'est typiquement le fait que les étudiants aient eu à libérer leur logement. Ce ne sera pas pris en compte.
Je ne sais pas non plus comment sont estimés les impacts, et s'ils sont estimés, les impacts du logement des visiteurs. De ce que je comprends, c'est que les spectateurs n'auront un impact que via qui sera comptabilisé que via leur transport et la restauration sur site, mais je ne pense pas que le reste soit modélisé. Et ensuite, c'est sûr que c'est une grande question, et là, il faudrait demander au comité d'organisation comment ils vont avoir accès justement à ces données de transport, parce que je ne pense pas que ce soit possible de tracer tout le monde, et en plus ça pose des problèmes de privacy. Désolée, je ne trouve pas le terme en français. Mais peut-être qu'en fait, tout simplement, ils vont faire au sein des compétitions, faire passer un petit questionnaire, une enquête, et puis recaler l'enquête pour essayer d'avoir des résultats d'enquête représentatifs des participants. Donc, c'est une voie que je verrais possible, que j'ai utilisée dans le passé dans ma recherche d'ailleurs. Alors, une autre question sur le taxi volant hein, qui nous interpelle tous. Donc, Louis demande le taxi. Ah non, c'est peut-être le taxi en particulier ou le taxi volant. Je ne sais pas, peut-être préciser ça. Donc, le taxi a vraiment une plus grande émission que la voiture personnelle. Pourriez-vous nous expliquer? Oui, là, c'est basé sur ma publication de 2021 que je montrais tout à l'heure. En effet, sur le taxi, on voit une empreinte carbone par passager transporté par kilomètre de 300 grammes, alors qu'on est plutôt autour de 200 grammes pour la voiture. Alors, pourquoi? Parce que même si, alors dans une voiture, en milieu urbain, en France, on est en moyenne à 1,2, 1,3 personnes par voiture. Et puis, on a une voiture moyenne qui est un peu plus petite que les voitures utilisées pour les taxis, qui sont des berlines assez lourdes et donc qui consomment plus. Dans les taxis, quand les taxis sont pleins, il y a autour de, j'ai plus exactement le chiffre en tête, mais c'est écrit dans ma publication qui date un petit peu, mais je crois qu'on est autour de 2 personnes par taxi. Mais sauf que le taxi, pendant 50% de son temps, il roule à vide. Et donc, en fait, quand on fait le modèle, dans mon modèle, j'ai aussi considéré à l'époque, il y avait 10% de taxis électriques, même si on a une petite partie des taxis qui sont électriques, comme ils roulent souvent à vide et qui sont plutôt lourds et consomment beaucoup, et ben, on arrive à ce bilan plus important. Excellent. Une autre question de Simon. Donc, dans le bilan carbone, est-ce que l'on tient compte du fait que certaines activités sur place, comme par exemple la nourriture ou la préparation de la nourriture, ne se produira pas ailleurs dans le monde du fait que les gens ne seront plus chez eux, mais bien en visite? En d'autres mots, est-ce qu'on sous-trait en fait une partie de ce qui aurait été fait ailleurs de toute façon? Alors ça, c'est une excellente question et qui touche vraiment à un point méthodologique où il y a un vrai affrontement dans notre communauté de chercheurs autour de l'analyse de cycle de vie. Est-ce qu'on regarde un système et on attribue une partie des impacts du système global, par exemple des émissions de gaz à effet de serre du monde, au système qu'on regarde, ou est-ce qu'on s'intéresse aux impacts environnementaux générés par une décision et donc aux conséquences de quelque chose qu'on fait? Donc en fait, là, on est sur une approche qu'on dit attributionnelle, donc on regarde la part d'impact liée à l'événement, mais on ne regarde pas en fait le fait que justement ben, ces personnes-là auraient mangé aussi ailleurs. Et donc, peut-être que si ce sont des meat lovers, comme on en parlait tout à l'heure, et qu'ils se mettent à manger, à avoir un repas végétarien, ils vont réduire un tout petit peu leur bilan environnemental sur cet aspect-là. Excellent. Une autre question de Chloé Anne qui demande donc, quelles sont les perspectives futures pour l'innovation en matière de durabilité dans le contexte des Jeux Olympiques et comment pouvons-nous maintenir et amplifier cet élan après la fin des événements? Alors déjà, moi, je me pose une vraie question, c'est est-ce que les JO vont vraiment atteindre leur réduction d'émissions de 50% par rapport à des jeux classiques? Parce que c'est très ambitieux. Même si ça reste des émissions quand même importantes hein, et quelque part superflues si on considère qu'on est en crise climatique, quand même, c'est ambitieux. Pour aller plus loin, ben, c'est vraiment la réflexion de faire des jeux qui, du point de vue conséquentiel, par rapport à la question qu'on avait avant, justement, produisent un milieu urbain
qui va permettre de décarboner la vie des gens sur place après. Et finalement, les émissions qui ont lieu pendant l'événement sont relativement faible par rapport aux impacts sur des décennies en fait des gens qui vont vivre là. Donc si les infrastructures sont bien pensées par rapport à un besoin local, que c'est bien du point de vue environnemental et social sur le long terme, je crois qu'on a tout bon. C'est sûr qu'il reste toujours le point noir des émissions liées au transport. Et là, en fait, je pense que vraiment la réflexion, c'est plutôt d'essayer d'avoir des jeux locaux ou et puis ceux qui sont pas sur place de regarder les jeux à la maison. Mais je me souviens de Oriane quand on avait discuté sur ces sujets, vous vous posiez la question, oui, mais des personnes vont peut-être acheter des plus grands téléviseurs juste pour regarder les jeux. Eh bien, j'ai regardé quelle était l'empreinte carbone d'un téléviseur. Eh bien, c'est 1 tonne de CO2 équivalent. Donc, votre budget 2050, si on ne veut pas dépasser 1,5 degré Celsius, donc à éviter. Parfait. Une autre question de Maria. Savez-vous si l'influence de la mobilité des bénévoles sera comptabilisée? Sont-ils tracés par un code barre, QR ou autre de la part d'une bénévole de Jeux para-américains Toronto et Santiago du Chili? Bonne question. J'aurais pensé que les bénévoles faisaient partie, en effet, des participants, même s'ils n'ont pas été spécifiquement nommés. On a parlé des spectateurs, des officiels et des athlètes. Je pense que les bénévoles devraient faire partie aussi du bilan. Excellent. Et donc, on a une toute dernière question, une belle ouverture là. Comment les données et les conclusions de vos recherches peuvent-elles être utilisées pour orienter les décisions futures dans d'autres champs d'application que les grands événements, que les JO? En fait, je pense que la réflexion globale, c'est où est-ce qu'on peut encore émettre ou investir en fait nos forces pour faire la transition le plus rapidement possible. Donc en fait, tous les investissements aujourd'hui devraient être dans la transition énergétique, environnementale, décarbonée. Et c'est malheureusement pas encore le cas. On a encore des projets d'investissement en énergie fossile forts. Une grande partie des portefeuilles d'investissement sont fossiles. Donc je pense que le cœur, il est là. On a vraiment besoin de transformer au plus vite notre système énergétique, parce que si on regarde les chiffres mondiaux, en fait, les énergies fossiles, c'est la plus grande partie de nos émissions de gaz à effet de serre. Merci beaucoup Anne pour votre partage d'expertise. Je pense qu'on peut donc arrêter là nos questions. S'il y a d'autres questions, on pourra vous les transmettre éventuellement. Merci aussi beaucoup au public d'avoir suivi ce second webinaire 2024 des rencontres de génie.